L'acier frappe l'acier dans un vacarme assourdissant. Sur un champ de bataille quelque part en Europe médiévale, un guerrier voit une flèche fendu l'air et pénétrer sa chair. La pointe d'acier traverse les muscles, fracasse l'os, s'enfonce profondément dans son crâne. Le sang coule sur la terre détrempée. Autour de lui, des centaines d'hommes tombent sous les coups de haches, d'épées, de masses d'armes. Les cris des mourants se mêlent au fracas des armes. L'odeur de la mort imprègne l'air. Dans ce chaos infernal, une question semble impossible. Comment quelqu'un pourrait-il survivre à de telles horreurs? Pourtant, certains l'ont fait. Non seulement ils ont survécu, mais ils sont retournés au combat, encore et encore, portant sur leur corps les cicatrices de bataille qu'ils auraient dû ne jamais revoir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les blessures les plus terrifiantes que des soldats médiévaux ont miraculeusement survécu. Nous allons révéler les techniques chirurgicales révolutionnaires qui ont sauvé des vies contre toute attente. Vous verrez les preuves archéologiques de guérison extraordinaires, des crânes fracassés qui se sont ressoudés, des membres amputés dont les propriétaires ont repris les armes. Je vais vous raconter le cas légendaire du prince Henri V, qui a survécu à une flèche plantée à travers son visage grâce à une intervention chirurgicale d'une audace inouïe. Et ce qui pourrait vous surprendre le plus, vous découvrirez comment les taux de survie médiévaux rivalisaient parfois avec ceux de la médecine moderne, voire les dépassaient. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la médecine médiévale. La réalité était bien plus sophistiquée, bien plus efficace que ce que l'on imagine généralement. On nous a longtemps raconté que la médecine médiévale était primitive, que les blessures graves signifiaient une mort certaine. En réalité, cette vision confortable de notre supériorité moderne mérite d'être remise en question. La vérité, révélée en réalité par des décennies de recherches archéologiques et d'analyses de textes médicaux anciens, raconte une toute autre histoire. En fait, les chirurgiens médiévaux possédaient des connaissances sophistiquées, transmises depuis l'Antiquité grecque et enrichies par la médecine arabe. Leur taux de réussite pour certaines interventions surpassait ceux des hôpitaux du XVIIIe siècle. Comment cela était-il possible dans un monde sans antibiotiques, sans anesthésie moderne, sans la moindre notion de microbiologie? La réponse se trouve à l'intersection de plusieurs facteurs: le savoir-faire chirurgical, la chance pure et simple, la résilience humaine extraordinaire et ce que les gens de l'époque appelaient la providence divine. Chaque guerrier qui a survécu à une blessure catastrophique représente une victoire arrachée à la mort, un témoignage de l'ingéniosité médicale et de la volonté farouche de vivre. Alors, plongeons dans ce monde méconnu, où les miracles médicaux n'étaient pas aussi rares qu'on pourrait le croire. Commençons par les preuves les plus tangibles, celles que l'on ne peut contester. Les os eux-mêmes. En 1996, des archéologues ont fait une découverte stupéfiante qui allait transformer notre compréhension de la médecine médiévale. Lors de fouilles menées sur le site de la bataille de Towton, livrée en 1461 dans le Yorkshire anglais, les archéologues ont mis au jour une fosse commune contenant au moins 60 squelettes. Cette bataille, d'ailleurs l'une des plus sanglantes de la guerre des Roses, avait vu s'affronter des dizaines de milliers d'hommes dans des conditions hivernales épouvantables. Ce que les chercheurs ont découvert en examinant ces restes a bouleversé les idées reçues. Nombre de ces squelettes portaient des blessures anciennes, parfaitement cicatrisées, datant de batailles antérieures. Ces hommes n'étaient pas morts lors de leur première rencontre avec la violence médiévale. Ils étaient des vétérans, des survivants qui avaient déjà connu l'horreur du combat et qui y étaient retournés volontairement. Prenons le cas du squelette baptisé Towton 16. Les analyses ont révélé un homme dans la quarantaine tardive, grand et robuste,
qui portait une blessure cicatrisée à la mâchoire causée par une lame. Cette entaille profonde aurait pu facilement le tuer sur le coup ou provoquer une infection mortelle dans les jours suivants. Pourtant, l'os montrait des signes clairs de guérison complète. Cet homme avait survécu, s'était rétabli et était retourné faire la guerre. Combien de temps s'était écoulé entre cette première blessure et sa mort finale à Taunton? Des mois? Des années peut-être? Les os ne le disent pas, mais ils témoignent d'une chose indiscutable. La médecine médiévale était capable de soigner des traumatismes graves suffisamment bien pour permettre à un guerrier de reprendre le chemin du champ de bataille. Les statistiques globales de Taunton racontent une histoire encore plus fascinante. Sur les 51 corps exhumés, les chercheurs ont dénombré 113 blessures distinctes sur 28 crânes seulement, ainsi que 43 traumatismes post-crâniens sur 38 corps. Parmi ces blessures, 73 étaient causées par des armes tranchantes, 28 par des chocs contondants et 12 par des armes perforantes. Le squelette Taunton 25 présentait des traumatismes particulièrement horrifiants. Son crâne avait été littéralement coupé en deux à travers le visage, avec une entaille horizontale profonde à l'arrière. Comment de tels coups ont-ils bien pu être infligés? Que pouvait bien ressentir un homme au moment où une lame fendait son visage? Sous peu, nous allons explorer la nature précise de ces blessures et comprendre pourquoi certaines étaient survivables alors que d'autres ne l'étaient pas. Mais Taunton n'est pas un cas isolé. Bon, regardons maintenant vers d'autres découvertes archéologiques qui confirment ce schéma de survie remarquable. En Allemagne, dans des sites funéraires du début du Moyen Âge, les anthropologues ont examiné une trentaine de squelettes présentant des fractures crâniennes. Et voici le fait stupéfiant. 75% de ces fractures montraient des signes de guérison complète. 3/4 des hommes qui avaient reçu des coups violents à la tête avaient survécu suffisamment longtemps pour que l'os se répare. De l'autre côté de l'Europe, sur le site de la bataille d'Aljubarrota, au Portugal, les archéologues ont découvert des preuves remarquables de guerriers ayant survécu à des amputations. Les analyses ostéologiques montrent que certains de ces membres mutilés ont continué à fonctionner après la guérison, suggérant que ces hommes ont pu reprendre des activités, voire retourner au combat. Les squelettes portaient d'autres blessures infligées après la cicatrisation des amputations, témoignant de leur retour probable au champ de bataille. À Cambridge, en Angleterre, l'analyse d'assemblages funéraires médiévaux a révélé un autre détail crucial. Toutes les fractures de la voûte crânienne découvertes étaient de petites fractures par enfoncement, parfaitement cicatrisées. Cela démontre que les chirurgiens médiévaux possédaient les compétences nécessaires pour traiter des traumatismes crâniens sévères. Ils savaient comment nettoyer les plaies, comment éviter les infections, comment permettre à l'os de se régénérer correctement. Dans la ville médiévale de Maastricht, aux Pays-Bas, 2 cas de blessures par lame au crâne montrent également des signes évidents de guérison. Le message transmis par ces découvertes archéologiques est clair et bouleversant. Les blessures de guerre médiévales n'étaient pas nécessairement fatales. Avec des soins médicaux appropriés et une bonne dose de chance, un guerrier pouvait survivre à des traumatismes qui nous sembleraient aujourd'hui mortels. Ce phénomène du guerrier vétéran, marqué par de multiples blessures cicatrisées, révèle quelque chose de profond sur la société médiévale. Ces hommes, loin d'être de simples survivants chanceux, représentaient un investissement social et militaire considérable. Un combattant expérimenté valait son pesant d'or pour un seigneur. Sa formation avait coûté des années, son équipement représentait une fortune, et son expérience tactique était irremplaçable. Il était donc dans l'intérêt de tous de le maintenir en vie après une blessure, de lui fournir les meilleurs soins disponibles, de lui permettre de guérir complètement. Cette logique économique et militaire
a poussé le développement de pratiques médicales efficaces. Les chirurgiens qui réussissaient à sauver des guerriers blessés devenaient précieux et respectés. Leur réputation grandissait à chaque succès. Dans un instant, nous allons découvrir les types spécifiques de blessures que ces hommes ont endurées et comment ils ont réussi à y survivre. Mais d'abord, tournons-nous vers l'une des armes les plus redoutées du champ de bataille médiéval, celle qui pouvait tuer à distance et transpercer même les meilleures armures, la flèche. L'arc long anglais était, bien sûr, une arme terrifiante. Imaginez une pluie de projectiles obscurcissant le ciel, chaque flèche transportant entre 100 et 120 joules d'énergie cinétique au moment de l'impact. C'est suffisant pour traverser une planche de bois d'1 pouce d'épaisseur. C'est suffisant pour pénétrer à travers un os long, le fémur ou l'humérus d'un homme. Les pointes de flèches appelées bodkin, conçues spécifiquement pour percer les armures, pouvaient pénétrer une armure de plate à plus de 200 mètres de distance. Même si la pénétration n'était que de quelques centimètres à cette distance, c'était amplement suffisant pour infliger une blessure mortelle ou gravement invalidante. À 100 mètres, une flèche bodkin traversait complètement une cuirasse et le corps qui se trouvait derrière. Les caractéristiques d'une blessure par flèche étaient étrangement similaires à celles d'une blessure par balle moderne. Un petit trou d'entrée, souvent à peine plus large que la pointe elle-même. Mais la sortie, si la flèche traversait complètement, pouvait être dévastatrice. Les tissus se déchiraient, les os éclataient en fragments. Les preuves archéologiques nous montrent l'horreur concrète de ces blessures. Au musée d'Exeter, on peut voir un crâne datant du début du XVe siècle qui porte une perforation caractéristique. La flèche est entrée par le haut de l'orbite oculaire droite et est ressortie à l'arrière du crâne. L'homme a été tué sur le coup, évidemment. La trajectoire a probablement détruit des portions vitales du cerveau. Mais d'autres n'ont pas eu cette fin rapide. Beaucoup ont survécu à des blessures par flèche dans les membres, condamnés à une vie d'infirmité mais vivants néanmoins. Pourquoi certaines blessures par flèche étaient-elles survivables alors que d'autres ne l'étaient pas? La réponse réside principalement dans la localisation. Une flèche dans un bras ou une jambe pouvait être atrocement douloureuse, pouvait même laisser le membre inutilisable, mais elle ne tuait pas immédiatement. Si l'on arrivait à arrêter l'hémorragie rapidement, si l'on évitait l'infection par des soins appropriés, le blessé avait une chance raisonnable de survie. L'armure jouait également un rôle crucial, même quand elle était pénétrée. Une flèche qui aurait normalement transpercé complètement un torse pouvait être ralentie suffisamment par une cuirasse pour ne pénétrer que de quelques centimètres, créant une blessure grave, mais traitable plutôt que mortelle. Même une déviation partielle pouvait transformer un coup fatal en blessure superficielle. Le métal d'une armure pouvait dévier la trajectoire de quelques degrés seulement, juste assez pour que la pointe manque le cœur ou l'artère principale. Et puis il y avait la psychologie du combat. L'adrénaline qui inonde le corps d'un guerrier peut masquer complètement la douleur pendant de précieuses minutes. Des hommes ont continué à se battre sans même réaliser qu'ils avaient été touchés. Cette insensibilité temporaire permettait parfois de terminer le combat, de se mettre à l'abri, de recevoir les premiers soins avant que le choc ne s'installe. La connaissance qu'une aide médicale était disponible jouait également un rôle. Un soldat qui savait que des chirurgiens attendaient derrière les lignes avait une raison de continuer à lutter pour sa survie. L'espoir, aussi ténu soit-il, maintenait la volonté de vivre. Mais de toutes les blessures par flèche documentées dans l'histoire médiévale, aucune n'est plus remarquable que celle subie par un jeune prince anglais lors d'une bataille livrée en 1403. Cette blessure aurait dû le tuer. Par tous les critères médicaux de l'époque, sa mort était certaine. Pourtant, non seulement il a survécu, mais il est devenu l'un des plus grands rois guerriers
que l'Angleterre ait jamais connue. La bataille de Shrewsbury fut une affaire brutale, un conflit entre le roi Henri IV et une coalition de nobles rebelles menée par Harry Hotspur. Dans les rangs royalistes combattait le fils aîné du roi, le prince Henri, âgé de seulement 16 ans. Le jeune homme était déjà un combattant accompli, formé depuis l'enfance au métier des armes. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait lui arriver ce jour-là. Au milieu du chaos de la mêlée, une flèche a fendu l'air et l'a frappé au visage. La pointe Bodkin a pénétré le côté droit de son visage, juste en dessous de l'œil, à côté du nez. La douleur devait être indescriptible. Le choc immédiat, le sang qui coulait, l'obscurité qui menaçait d'engloutir sa conscience. Mais voici ce qui rend cette histoire extraordinaire. Le prince Henri a refusé de quitter le champ de bataille. Avec une flèche plantée profondément dans son crâne, il a continué à se battre pendant 3 heures supplémentaires. 3 heures. Essayez d'imaginer cela. Chaque mouvement devait envoyer des vagues d'agonie à travers sa tête. Le sang coulait sans doute dans sa gorge, l'aveuglait partiellement. Pourtant, il est resté debout, donnant l'exemple à ses hommes, refusant de montrer la moindre faiblesse. Ce n'est qu'après la victoire royale que le prince a finalement consenti à recevoir des soins. On a essayé d'extraire la flèche immédiatement. Mais lors de la tentative, la hampe s'est brisée. La pointe Bodkin, enfoncée de 5 à 6 pouces de profondeur dans le crâne, est restée coincée. 5 à 6 pouces. Mesurez cette distance avec vos doigts. C'est profond. Incroyablement profond. La pointe métallique avait navigué entre des structures vitales, évitant de justesse le tronc cérébral et les artères qui l'entourent. Elle s'était logée dans l'os épais à la base du crâne. 1 millimètre de plus dans une direction ou une autre, et le prince serait mort instantanément ou aurait été laissé dans un état végétatif. Mais par un miracle de trajectoire, la flèche avait manqué tout ce qui était absolument vital. Maintenant, le prince Henri faisait face à un nouveau danger. L'infection. Avec un corps étranger métallique logé profondément dans son crâne, entouré de tissus déchirés et de sang coagulé, les conditions étaient idéales pour qu'une infection mortelle se développe. Les médecins ordinaires qui ont examiné le prince ont avoué leur impuissance. Ils ne savaient pas comment extraire la pointe sans causer encore plus de dégâts, peut-être fatals. La situation semblait désespérée. Le futur Henri V, destiné à devenir le vainqueur d'Agincourt et la terreur de la France, allait-il mourir dans son lit d'une blessure qui aurait dû le tuer sur le champ de bataille? Non, car un chirurgien extraordinaire allait bientôt entrer en scène. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir l'ingéniosité remarquable de John Bradmore, l'homme qui a sauvé un roi. Plusieurs médecins et chirurgiens ont examiné le prince Henri dans les jours qui ont suivi la bataille. Chacun est reparti en secouant la tête. La blessure était trop profonde, trop dangereuse, trop complexe. Tenter d'extraire la pointe Bodkin risquait de détruire les tissus environnants, de provoquer une hémorragie massive, de pousser des fragments d'os dans le cerveau. Ne rien faire signifiait une infection certaine et une mort lente et atroce. La famille royale était au bord du désespoir. Le fils aîné du roi, l'héritier du trône d'Angleterre, allait-il être perdu à cause d'un morceau de métal impossible à retirer? C'est alors qu'un chirurgien nommé John Bradmore s'est présenté. Bradmore n'était pas un médecin universitaire formé dans les grandes écoles de Bologne ou de Montpellier. C'était un chirurgien barbier, un praticien formé par l'apprentissage et l'expérience plutôt que par les textes classiques. Mais ce qu'il avait, c'était de l'ingéniosité, du courage et une compréhension profonde de la mécanique des blessures de guerre. Après avoir examiné le prince, Bradmore a annoncé qu'il pouvait extraire la pointe. Mais pour cela,
Il devrait inventer un instrument chirurgical entièrement nouveau. Jamais auparavant, un tel outil n'avait existé. Bradmore allait devenir le pionnier d'une technique qui sauverait non seulement le prince, mais inspirerait des générations futures de chirurgiens. L'instrument conçu par Bradmore était d'une élégance ingénieuse. Il consistait en 2 tenailles filetées, maintenant une tige centrale, également filetée. Le mécanisme était semblable à celui d'un tire-bouchon moderne, mais adapté spécifiquement à la forme d'une pointe de flèche Bodkin. Voici comment il fonctionnait. L'instrument serait inséré dans la plaie, en suivant le canal créé par la flèche. Une fois que l'extrémité atteindrait la douille de la pointe de flèche, la tige filetée centrale serait tournée. Cette rotation ferait ouvrir les tenailles à l'intérieur même de la douille de métal. Une fois les tenailles bien ancrées, l'ensemble serait verrouillé en position, transformant la pointe de flèche et l'instrument en une seule pièce solidaire. Alors, et seulement alors, Bradmore pourrait commencer la lente et minutieuse extraction. Mais avant même de pouvoir utiliser cet instrument, Bradmore devait préparer la plaie. Les semaines écoulées depuis la bataille avaient permis au tissu de commencer à cicatriser autour de la pointe métallique. Le canal de la plaie s'était partiellement refermé. Pour insérer son dispositif d'extraction, Bradmore devait d'abord élargir ce canal. Il a utilisé ce qu'on appelait des tentes, des instruments progressivement plus larges insérés dans la blessure pour créer un passage suffisant. Chaque jour, une tente légèrement plus grosse. Chaque jour, un peu plus d'espace. Imaginez l'agonie que le prince Henri a dû endurer pendant ce processus. Pas d'anesthésie moderne, seulement peut-être quelques herbes sédatives dont l'efficacité était douteuse. La douleur devait être atroce, lancinante, constante. Pendant toute cette préparation, et pendant la procédure elle-même, Bradmore a fait quelque chose de remarquable. Il a versé du miel dans la plaie. À l'époque, il ne connaissait pas la théorie microbienne. Il ne savait pas que le miel possédait des propriétés antibactériennes naturelles grâce à sa teneur élevée en sucre et son acidité. Tout ce qu'il savait, c'est que les plaies traitées avec du miel semblaient moins susceptibles de s'infecter. Une connaissance empirique transmise depuis l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, la recherche moderne a validé cette pratique ancienne. Le miel crée un environnement hostile aux bactéries, ralentissant ou stoppant leur prolifération. Ce simple geste a probablement sauvé la vie du prince autant que l'extraction elle-même. Finalement, après des semaines de préparation minutieuse, le moment de l'extraction est arrivé. Bradmore a inséré son instrument révolutionnaire dans la plaie élargie. Centimètre par centimètre, il a avancé le dispositif, en suivant l'angle précis de la blessure originale. L'intérieur d'un crâne humain n'offre aucune marge d'erreur. Une déviation d'1 degré pourrait perforer une artère ou endommager le cerveau. Bradmore devait travailler à l'aveugle, se fiant uniquement à son sens du toucher et à son expérience. Quand l'extrémité de l'instrument a finalement atteint la pointe Bodkin, il a commencé à tourner la tige filetée. Les tenailles se sont ouvertes à l'intérieur de la douille métallique. 1 tour, 2 tours, jusqu'à ce qu'il sente la résistance qui indiquait un verrouillage solide. Maintenant venait la partie la plus dangereuse, l'extraction elle-même. Lentement, avec une patience infinie, Bradmore a commencé à tirer. La pointe, enfoncée dans l'os depuis des semaines, résistait. Trop de force, et l'instrument pourrait glisser, déchirant les tissus. Pas assez, et la pointe resterait coincée. Millimètre par millimètre, la pointe Bodkin a commencé à bouger. Le sang frais a dû couler de la plaie rouverte. Le prince a dû serrer les dents, peut-être hurler de douleur. Mais Bradmore a continué, implacable dans sa concentration. Et puis, enfin, après ce qui a dû sembler une éternité, la pointe métallique a émergé de la plaie. L'instrument de Bradmore
avec la pointe de flèche fermement ancrée dans ses tenailles, était sorti intact. Mais le travail de Bradmore n'était pas terminé. Maintenant, il devait s'assurer que la plaie guérisse proprement, sans infection. Chaque jour, il nettoyait la blessure avec des solutions antiseptiques, probablement un mélange de vin et de vinaigre, tous deux connus pour leurs propriétés antimicrobiennes légères. Il appliquait du miel frais. Il changeait les bandages avec des linges propres. Cette routine quotidienne de soins de plaie, méthodique et consciencieuse, était tout aussi révolutionnaire que l'extraction elle-même. Bradmore a pionné une méthode de guérison des plaies qui serait étudiée et imitée pendant des siècles. La récupération du prince Henri a été longue et difficile. Il a été absent de ses fonctions pendant la majeure partie de l'année suivante. Mais il a survécu. Non seulement il a survécu, mais il s'est complètement rétabli. 12 ans plus tard, en 1415, ce même Henri est devenu roi d'Angleterre. Et en cette même année, il a mené l'armée anglaise à la victoire lors de la bataille d'Agincourt, l'un des triomphes militaires les plus célèbres de l'histoire anglaise. Le jeune homme qui avait eu la flèche enfoncée dans le visage était devenu l'un des plus grands rois guerriers de son époque. Sans John Bradmore, rien de cela n'aurait été possible. Henri V serait mort à 16 ans, une note de bas de page tragique dans l'histoire anglaise. Bradmore lui-même a reçu une rente de 10 marks par an du prince de Galles en reconnaissance de ses services. C'était une somme considérable pour l'époque, suffisante pour assurer son confort jusqu'à la fin de ses jours. Il est mort en 1412, 3 ans avant qu'Henri ne devienne roi, mais son héritage a perduré. L'instrument qu'il a inventé, sa méthode de soin des plaies, son courage face à une situation médicale désespérée, tout cela a inspiré d'autres chirurgiens à repousser les limites de ce qui était considéré comme possible. La chirurgie médiévale n'était pas une pratique primitive de charlatans ignorants. Elle était, à son meilleur, une combinaison d'observations empiriques, d'ingéniosité mécanique et de courage pur. John Bradmore l'a prouvé d'une manière que personne ne pourrait contester. Mais l'extraction de flèches n'était pas la seule chirurgie audacieuse pratiquée au Moyen Âge. Il existait une procédure encore plus ancienne, encore plus terrifiante, qui impliquait de percer des trous dans le crâne d'un patient vivant. Cela nous conduit à l'art de la trépanation, la plus vieille chirurgie documentée de l'humanité. Dans le chapitre suivant, nous allons découvrir comment cette pratique apparemment barbare a en fait sauvé d'innombrables vies à travers les millénaires. Imaginez que vous êtes un chirurgien du XIIIe siècle. Un guerrier arrive dans votre salle de soins, le crâne enfoncé par un coup de masse d'arme. L'os est fracturé, poussé vers l'intérieur, exerçant une pression sur le cerveau en dessous. Sans intervention, l'homme mourra, peut-être en quelques heures, peut-être en quelques jours, mais assurément, il mourra. Que faites-vous? Vous prenez une perceuse, un ciseau ou une scie spécialement conçue, et vous commencez à découper un morceau de son crâne. Vous créez délibérément un trou dans la boîte crânienne pour soulager la pression, retirer les fragments d'os, nettoyer la plaie. Cela semble de la folie, n'est-ce pas? Une mutilation plutôt qu'un traitement. Pourtant, cette procédure, appelée trépanation, est la plus ancienne chirurgie documentée par des preuves archéologiques, et elle a sauvé des vies pendant au moins 7 à 10 000 ans. Les crânes trépanés ont été découverts partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, dans les steppes sibériennes et sur les hauts plateaux de Chine. Plus de 1500 crânes trépanés datant de la période néolithique ont été identifiés, représentant entre 5 et 10% de tous les restes crâniens de cette époque. Ces chiffres sont stupéfiants. Dans certains sites, comme un lieu de sépulture en France datant de 6500 ans avant notre ère, 40 crânes sur 120 présentaient des trous de trépanation.
40 sur 120. Cela suggère que la trépanation n'était pas une pratique rare, réservée aux cas les plus extrêmes, mais une intervention chirurgicale relativement courante pour l'époque. Comment savons-nous que ces personnes ont survécu à la procédure? Les os nous le disent. Quand un trou est percé dans un crâne et que la personne meurt immédiatement ou peu après, les bords de l'ouverture restent nets et coupants. Mais quand la personne survit, quelque chose de remarquable se produit. L'os commence à se régénérer. Les bords deviennent lisses et arrondis, un processus qui prend des semaines ou des mois. Certains crânes montrent une régénération osseuse si complète que le trou s'est partiellement refermé. Ces individus n'ont pas seulement survécu à l'opération, ils ont vécu des années, peut-être des décennies après. Encore plus extraordinaire, certains crânes portent les marques de plusieurs trépanations, chacune montrant des signes de guérison. Ces personnes sont revenues plusieurs fois pour subir cette chirurgie terrifiante, ce qui suggère que les bénéfices devaient être évidents et significatifs. Tournons-nous maintenant vers les taux de survie, car c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Dans la France néolithique de 6500 ans avant notre ère, environ 40% des patients trépanés ont survécu. 40% à une époque où l'écriture n'existait pas encore, où les outils étaient en pierre polie. Avançons de plusieurs millénaires jusqu'à l'âge du fer tardif en Suisse, entre 420 et 240 avant notre ère. Là, le taux de survie atteint 78%. Près de 4 personnes sur 5 survivaient à cette chirurgie crânienne. Et pendant la période Inca, entre 1400 et 1500 après notre ère, les taux de survie oscillaient entre 75 et 83%. Maintenant, comparez ces chiffres avec la médecine moderne, ou du moins ce que nous considérons comme moderne. Pendant la guerre civile américaine, dans les années 1860, la mortalité après une chirurgie crânienne était de 46 à 56%. Pire que les Incas. Pire même que les chirurgiens de l'âge du fer suisse. Et dans les hôpitaux occidentaux du XVIIIe siècle, la trépanation avait un taux de mortalité de 90%. Seulement une personne sur 10 survivait. Durant la Première Guerre mondiale, les médecins britanniques considéraient qu'un taux de mortalité de 50% pour les chirurgies crâniennes était un bon résultat. Comment est-il possible que des sociétés anciennes aient obtenu de meilleurs résultats que des chirurgiens formés à la médecine scientifique moderne? La réponse réside partiellement dans l'infection. Les hôpitaux du XVIIIe et du XIXe siècle étaient des foyers d'infection, des instruments non stérilisés, des mains sales, des pansements réutilisés. Tout cela créait un environnement idéal pour la propagation de maladies mortelles. Les chirurgiens anciens, opérant en plein air ou dans des espaces bien ventilés, utilisant des outils qui venaient d'être fabriqués ou nettoyés au feu, évitaient paradoxalement certains des dangers qui hanteraient la médecine hospitalière pendant des siècles. Au Moyen Âge européen, la trépanation était décrite dans les textes médicaux du XIIIe siècle. Les auteurs classiques et médiévaux ont laissé des descriptions détaillées de la procédure, de ses indications, de ses risques. Elle était pratiquée pour soulager la pression après une fracture du crâne, pour retirer des fragments d'os enfoncés, et parfois pour traiter ce que l'on appellerait aujourd'hui un hématome sous-dural, l'accumulation de sang entre le crâne et le cerveau. Les preuves de neurochirurgie médiévale sont rares mais indéniables. Les squelettes ne mentent pas. Des crânes avec des trous soigneusement découpés et des signes de guérison complète ont été découverts dans des cimetières médiévaux partout en Europe. Ces opérations n'étaient pas des expériences désespérées menées par des bouchers ignorants. Elles étaient des interventions chirurgicales calculées, basées sur une compréhension empirique de ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas. Alors, comment ces chirurgiens anciens et médiévaux ont-ils réussi là où leurs successeurs plus modernes ont échoué? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Premièrement,
la sélection des patients. Les chirurgiens anciens n'opéraient probablement que sur des cas où ils estimaient avoir une chance raisonnable de succès. Les blessures trop graves, les patients déjà mourants, étaient laissés à leur sort. Deuxièmement, la technique. Des millénaires de pratique avaient permis d'affiner les méthodes, de comprendre l'anatomie du crâne, de savoir où et comment percer sans causer de dommages irréparables. Troisièmement, les soins post-opératoires. Les sociétés qui pratiquaient la trépanation avec succès avaient développé des méthodes pour soigner les plaies, prévenir l'infection, soutenir le patient pendant sa convalescence. Et quatrièmement, peut-être le plus important, ces chirurgiens avaient le courage de tenter l'impossible. Face à une mort certaine, ils ont choisi d'agir, sachant que l'échec était une possibilité, mais que l'inaction était une certitude de défaite. La trépanation nous enseigne une leçon fondamentale sur la médecine médiévale et ancienne. Ne jamais sous-estimer l'ingéniosité humaine face à la souffrance. Ces chirurgiens n'avaient ni microscope, ni scanner, ni antibiotiques. Mais ils avaient l'observation, l'expérience, le courage et une volonté farouche de préserver la vie. Et avec seulement ces outils, ils ont accompli des exploits qui défient nos attentes modernes. Mais percer des trous dans les crânes n'était qu'une des chirurgies drastiques pratiquées sur les champs de bataille médiévaux. Parfois, la seule option pour sauver une vie était de retirer complètement un membre blessé. Tournons-nous maintenant vers l'art brutal de l'amputation et découvrons comment les chirurgiens médiévaux transformaient cette mutilation nécessaire en une procédure qui, contre toute attente, permettait à beaucoup de survivre. Le champ de bataille s'apaise enfin. Les cris des mourants remplacent le fracas des armes. Parmi les blessés, un homme hurle de douleur, tenant son bras gauche. Une épée a tranché profondément, sectionnant les muscles, brisant l'os, laissant le membre pendant de manière grotesque. Les vaisseaux sanguins coupés pompent son sang sur le sol. Si rien n'est fait dans les prochaines minutes, il se videra de son sang et mourra. Le chirurgien de campagne se précipite vers lui, évalue rapidement la blessure et prend une décision qui déterminera le destin de l'homme. Le bras doit partir. Les chirurgiens médiévaux avaient transformé l'amputation en un véritable art, une chorégraphie de rapidité et de précision. Ils savaient que la vitesse était tout. Plus l'intervention était rapide, moins le patient perdait de sang, moins il souffrait, et meilleures étaient ses chances de survie. Les meilleurs chirurgiens pouvaient retirer un membre en moins d'1 minute. 60 secondes pour séparer à jamais une partie du corps humain. Puis 3 à 4 minutes supplémentaires pour arrêter l'hémorragie. C'était une course contre la montre où chaque seconde comptait littéralement. Voici comment se déroulait une amputation médiévale typique. D'abord, le membre blessé était placé sur un bloc de bois solide. Le patient, si possible, recevait une dose d'opium, de mandragore ou d'une autre substance sédative, bien que l'efficacité de ces potions soit souvent douteuse. Plusieurs assistants maintenaient fermement le patient, car malgré les sédatifs, la douleur serait atroce et la réaction instinctive serait de se débattre. Des ligatures, essentiellement de solides cordes ou des bandes de tissu, étaient attachées serrées au-dessus et parfois en dessous du site de l'amputation. Celles-ci agissaient comme des tourniquets primitifs, ralentissant le flux sanguin vers le membre condamné et, crucialement, limitant l'hémorragie une fois la coupe effectée. Puis venait le moment de vérité. Le chirurgien saisissait son couteau, affûté à la perfection, et d'un mouvement rapide et assuré, tranchait à travers tous les tissus mous, peau, muscles, tendons, vaisseaux sanguins, nerfs. Le patient hurlait probablement, malgré les sédatifs et les mains qui le maintenaient. La douleur d'avoir sa chair coupée doit être l'une des sensations les plus atroces qu'un être humain puisse endurer. Mais le chirurgien ne s'arrêtait pas. Ne pouvait pas s'arrêter.
L'hésitation signifiait plus de souffrance, plus de perte de sang. Une fois les tissus mous sectionnés, l'os blanc apparaissait, encore attaché de chaque côté. Le chirurgien échangeait son couteau contre une scie spécialement conçue pour découper l'os. Des mouvements rapides, réguliers, le crissement de la scie contre l'os résonnant dans les oreilles de tous les présents. Et puis, avec un dernier craquement, le membre se séparait complètement du corps. Maintenant commençait la partie cruciale. Arrêter l'hémorragie. Les vaisseaux sanguins sectionnés pompaient le sang. Le chirurgien devait localiser les artères principales et les veines et sceller leur extrémité ouverte. Comment faisait-il cela sans suture moderne, sans clips chirurgicaux, dans de nombreux cas par la cauterisation? Là, des instruments métalliques, chauffés au rouge dans un brasier, étaient appliqués directement sur les vaisseaux sanguins ouverts et sur toute la surface du moignon. La chair grésillait, l'odeur de viande brûlée emplissait l'air, et le patient, s'il était encore conscient, devait ressentir une nouvelle vague d'agonie indescriptible. Certains chirurgiens versaient de l'huile bouillante sur le moignon pour le même effet. La chaleur extrême coagulait le sang, scellait les vaisseaux, créait une croûte protectrice. C'était atroce, mais ça fonctionnait. Une fois le saignement arrêté, le moignon était bandé avec des linges, souvent imbibés de substances censées prévenir l'infection. Du miel, du vin, du vinaigre. Le patient était ensuite laissé à se reposer et, avec un peu de chance, a commencé le long processus de guérison. Les jours et les semaines suivants étaient critiques. Si l'infection s'installait, la mort survenait presque inévitablement. La gangrène, l'empoisonnement du sang, la fièvre qui ne cessait jamais de monter, tous ces dangers guettaient. Mais si le patient avait de la chance, si la plaie restait relativement propre, si son corps était assez fort pour combattre les infections mineures, alors il survivait. Alors, quelles étaient les chances de survie? Les statistiques, certes incomplètes pour la période médiévale, nous donnent néanmoins une idée générale. Le taux de mortalité pour les amputations était très élevé, probablement de 75% ou plus pour la période médiévale. Cela signifie que 6 patients sur 10 survivaient, un chiffre remarquable étant donné les circonstances. Mais ces chiffres variaient considérablement selon le type d'amputation. Les amputations hautes de la jambe, au niveau de la cuisse, étaient particulièrement mortelles, avec des taux de mortalité dépassant probablement 80%. Les grandes artères de la cuisse, l'artère fémorale en particulier, sont difficiles à sceller efficacement. Une fois coupée, elle peut pomper le sang d'un homme en quelques minutes. Les amputations du bras, en revanche, offraient de meilleures chances si l'aide arrivait rapidement, bien que la survie restait précaire. Les amputations des membres inférieurs, en dessous du genou, avaient les meilleurs taux de succès de tous. Le facteur le plus critique était la rapidité avec laquelle l'intervention avait lieu après la blessure. Un soldat blessé qui atteignait un chirurgien dans l'heure avait des chances beaucoup plus élevées qu'un homme qui restait au combat pendant des heures, perdant du sang, tombant en état de choc, développant les premiers signes d'infection. C'est pourquoi les armées qui disposaient de chirurgiens de campagne organisés, qui pouvaient évacuer rapidement les blessés vers des postes de soins, avaient des taux de survie beaucoup plus élevés. Les chevaliers hospitaliers, dont nous parlerons bientôt, excellaient dans cette organisation logistique de la médecine de campagne. Il existait néanmoins un type de blessure pour lequel l'amputation était pratiquement inutile: les plaies gangréneuses. Quand la gangrène s'installait, quand les tissus commençaient à noircir et à pourrir, quand l'odeur putride caractéristique se répandait, le taux de mortalité approchait les 100%. Même amputer au-dessus de la zone gangréneuse offrait peu d'espoir, car l'infection s'était souvent déjà propagée dans la circulation sanguine. Sans antibiotiques modernes, la septicémie qui en résultait tuait presque toujours le patient. Pourtant, malgré ces risques terrifiants,
Des hommes ont survécu et sont retournés à la vie active, certains même au combat. Rappelons-nous les preuves archéologiques de la bataille d'Al-Jubarota. Des guerriers qui avaient subi l'amputation d'un membre et qui avaient survécu, certains montrant des signes d'avoir continué à utiliser leurs membres affectés. Comment ont-ils fait? Comment un homme apprend-il à se battre à nouveau avec un seul bras ou à marcher avec une seule jambe? La réponse réside dans la résilience humaine remarquable, dans l'adaptation, dans la détermination farouche de ne pas laisser une blessure définir sa vie. La société médiévale, contrairement à certaines idées reçues, avait une place pour les vétérans blessés. Ils n'étaient pas simplement abandonnés. Leurs compétences, leur expérience, leur connaissance de la guerre restaient précieuses. Certains devenaient conseillers, instructeurs, gardiens de château. D'autres, les plus déterminés, trouvèrent des moyens de continuer à combattre malgré leur handicap. Au XVIe siècle, un chirurgien révolutionnaire nommé Ambroise Paré a commencé à plaider pour l'abandon des méthodes brutales de cautérisation. Il a développé la méthode de ligature pendant l'amputation, utilisant des fils pour attacher les vaisseaux sanguins plutôt que de les brûler. Il a remplacé l'huile bouillante par un mélange doux de térébenthine, d'huile de rose et de jaune d'œuf pour traiter les plaies. Dans son texte publié en 1564, il a imploré les chirurgiens d'abandonner la vieille et cruelle méthode de la cautérisation. Paré servait comme chirurgien royal pour 4 rois français successifs. Il était considéré comme valant 10 000 soldats sur le champ de bataille, car les hommes savaient que leurs chances de survie étaient les plus élevées si Paré était présent pour les soigner. Quelle reconnaissance plus grande un chirurgien pourrait-il recevoir? L'amputation médiévale n'était pas une boucherie aléatoire. C'était une procédure chirurgicale complexe, pratiquée par des hommes qui comprenaient l'anatomie, qui valorisaient la vitesse et la précision, qui faisaient tout leur possible pour donner à leurs patients une chance de survie. Les taux de réussite, bien qu'inférieurs aux standards modernes avec antibiotiques et transfusions sanguines, étaient néanmoins remarquables pour l'époque. Mais toutes les blessures de guerre ne nécessitaient pas une amputation. Beaucoup provenaient d'armes tranchantes, des épées, des haches, des lames de toutes sortes. Comment survivait-on à un coup d'épée? Quelle différence l'armure faisait-elle? Explorons maintenant le monde terrifiant des traumatismes par arme blanche. Revenons sur le champ de bataille de Towton, cette journée sanglante de 1461. Les chercheurs qui ont examiné les squelettes de la fosse commune ont dénombré 73 blessures causées par des armes tranchantes sur 28 crânes seulement. 73. Certains de ces hommes ont reçu des coups multiples à la tête avant de finalement succomber. Le squelette baptisé Towton 25 présente des traumatismes particulièrement horribles. Son crâne a été littéralement coupé en deux à travers le visage. Une autre entaille horizontale profonde traverse l'arrière du crâne. Ces coups n'ont pas été infligés par accident ou par un seul assaillant. Cet homme a été la cible d'une violence méthodique et répétée. Peut-être était-il déjà à terre, désarmé, suppliant pour sa vie. Ou peut-être continuait-il à se battre, défiant ses attaquants jusqu'au dernier souffle. Les os ne nous disent pas ses dernières pensées, seulement la brutalité de sa fin. Mais tous les hommes qui ont reçu des coups d'armes tranchantes ne sont pas morts. Comment est-ce possible? Comment survit-on à un coup d'épée capable de fendre un crâne? La réponse se trouve dans la compréhension de 2 types très différents de blessures par lame, les entailles et les estocs. Une entaille est un coup tranchant, comme celui d'une hache ou d'une épée brandie à 2 mains. Elle coupe à travers les tissus, crée une plaie béante, peut sectionner des membres ou fendre des os. Un estoc, en revanche, est un coup porté avec la pointe, une pénétration étroite et profonde qui peut atteindre les organes vitaux ou transpercer les articulations. Chaque type de blessure présentait des défis différents pour la survie. L'armure jouait un rôle absolument crucial
dans la détermination de qui vivait et qui mourait. Considérons d'abord la cotte de maille, cet ensemble de milliers d'anneaux métalliques entrelacés qui a dominé la protection corporelle pendant des siècles. Contre les coups tranchants, la cotte de maille était remarquablement efficace. Aucune épée à une main, aucune hache de guerre ordinaire ne pouvait la couper. Les anneaux répartissaient la force de l'impact sur une large zone, transformant ce qui aurait été une entaille mortelle en un coup contondant douloureux, mais survivable. Les tests modernes ont confirmé ce que les guerriers médiévaux savaient par expérience. Une cotte de maille bien fabriquée était presque impénétrable aux attaques tranchantes. Mais contre les estocs, contre un coup porté avec la pointe d'une épée ou d'une dague, la cotte de maille offrait beaucoup moins de protection. Une lame étroite pouvait se glisser entre les anneaux, pénétrer les tissus en dessous. C'est pourquoi les combattants médiévaux portaient souvent des vêtements rembourrés épais sous leur cotte de maille, ajoutant une couche supplémentaire de protection. Avec le développement de l'armure de plate complète au XIVe et XVe siècle, la protection atteignit un nouveau niveau. Les plaques de métal solides couvraient le torse, les membres, même les articulations. Contre les coups tranchants, l'armure de plate était pratiquement invincible. Les épées rebondissaient simplement, leurs lames incapables de pénétrer le métal. Les tests archéologiques expérimentaux ont montré que l'armure de plate sortait victorieuse dans presque tous les affrontements contre des armes tranchantes. Mais, et c'est un mais crucial, même sans pénétration, l'impact d'un coup d'épée puissant pouvait causer des dégâts significatifs. Un coup à la tête pouvait provoquer une commotion cérébrale à travers le casque. Un coup aux côtes pouvait fracturer les os en dessous de la cuirasse. La force cinétique devait aller quelque part, et même si le métal tenait bon, le corps humain en dessous absorbait le choc. C'est là que le vêtement rembourré, porté sous l'armure métallique, devenait vital. Ces épaisses couches de tissu, souvent bourrées de laine, de lin ou d'autres matériaux absorbants, agissaient comme des amortisseurs primitifs. Ils répartissaient l'énergie de l'impact, protégeaient les os et les organes du choc direct. Un guerrier bien équipé portait donc plusieurs couches de protection. Un gambison rembourré contre la peau, une cotte de maille par-dessus, et enfin des plaques de métal. Cette défense en profondeur transformait des coups potentiellement mortels en blessures survivables. Néanmoins, toute armure avait ses points faibles. Les articulations, là où les plaques devaient permettre le mouvement, étaient intrinsèquement vulnérables. Les aisselles, l'arrière des genoux, la gorge, tous ces endroits ne pouvaient pas être complètement protégés sans compromettre la mobilité. Les combattants médiévaux le savaient, et les combats au corps à corps impliquaient souvent des tentatives délibérées de viser ces points faibles. Une dague glissée sous le bras à travers le joint de l'épaule. Une épée pointée vers la gorge non protégée. C'étaient ces coups précis, visant les vulnérabilités, qui tuaient le plus souvent les guerriers bien armés. Alors, quelles blessures par lame étaient survivables et lesquelles ne l'étaient pas? La localisation déterminait presque tout. Les blessures à la tête étaient paradoxalement parmi les plus survivables si le crâne n'était pas complètement pénétré. Rappelons-nous les statistiques de l'Allemagne médiévale. 75% des fractures crâniennes avaient cicatrisé. Le crâne est un os épais et solide. Il peut absorber des impacts considérables sans se briser complètement. Et même quand il se fracture, si les fragments ne sont pas poussés profondément dans le cerveau, si l'hémorragie cérébrale est limitée, la survie est possible. Les chirurgiens médiévaux, comme nous l'avons vu avec la trépanation, savaient comment traiter ces blessures, comment soulager la pression, comment retirer les fragments d'os dangereux. Les blessures aux membres étaient souvent invalidantes, mais rarement immédiatement fatales.
Un coup qui sectionnait les muscles du bras pouvait rendre le membre inutilisable. Mais si les artères principales étaient épargnées, le blessé avait le temps d'être évacué et soigné. Une entaille profonde à la jambe était douloureuse et handicapante, mais avec des soins appropriés et beaucoup de chance, elle pouvait guérir. Le danger principal était toujours l'infection. Une plaie qui semblait relativement mineure au moment de la blessure pouvait devenir mortelle une semaine plus tard si la gangrène ou la septicémie s'installait. Les blessures au torse étaient une autre histoire. Sans armure, un coup d'épée à l'abdomen ou à la poitrine était presque toujours fatal. Les organes vitaux, les grandes artères, les poumons, le cœur, tous étaient vulnérables. Même avec un traitement immédiat, les chances de survie étaient minces. C'est pourquoi l'armure corporale était si prioritaire pour les guerriers médiévaux. Ils savaient que protéger le torse, c'était protéger la vie elle-même. La littérature médiévale offre quelques aperçus des blessures survivables. Dans le poème épique anglo-saxon Beowulf, un personnage nommé Wulf von Reding reçoit une blessure aiguë d'une épée à la tête, à travers son casque. Selon le texte, la blessure fut liée et il se rétablit. C'est un exemple littéraire, certes, mais il reflète une compréhension contemporaine que de telles blessures, bien que graves, n'étaient pas nécessairement mortelles. Les chroniques historiques regorgent d'histoires de chevaliers et de guerriers qui ont survécu à des blessures que nous jugerions incroyables. Ces récits ne sont pas que des exagérations romantiques. Les os découverts par les archéologues confirment que des hommes réels ont effectivement survécu à des traumatismes horrifiants. Chaque guerrier qui a survécu à une blessure par lame représente un point de donnée dans notre compréhension de la médecine médiévale. Collectivement, ils nous disent que la survie dépendait d'un équilibre délicat entre la localisation de la blessure, la qualité de l'armure, l'accès rapide aux soins médicaux et une bonne dose de chance pure. La ligne entre la vie et la mort se mesurait parfois en millimètres, la différence entre une lame qui manquait une artère vitale et une qui la sectionnait. Mais quand la chance souriait et que les soins étaient disponibles, quand le corps était suffisamment fort et l'infection évitée, alors l'impossible devenait possible. Des hommes avec des crânes fendus, des membres mutilés, des corps couverts de cicatrices, continuaient à vivre, à combattre, à témoigner de la résilience extraordinaire de l'espèce humaine face à la violence. Mais la survie ne dépendait pas seulement de la chance et de l'armure. Elle dépendait aussi de ce que les chirurgiens faisaient après la bataille, des substances qu'ils appliquaient sur les plaies, des méthodes qu'ils utilisaient pour combattre l'infection. Penchons-nous maintenant sur la pharmacie médiévale de la survie. Après la bataille, vient le moment critique où les blessures fraîches doivent être traitées. Une plaie ouverte est une porte d'entrée pour l'infection. Et au Moyen Âge, sans antibiotiques modernes, l'infection signifiait souvent la mort. Pourtant, les chirurgiens médiévaux n'étaient pas impuissants face à ce danger invisible. Ils possédaient une pharmacopée de substances naturelles, certaines transmises depuis l'Antiquité, d'autres découvertes par l'expérimentation empirique, qui offraient une protection réelle contre les infections. La science moderne a confirmé ce que les praticiens médiévaux savaient par expérience. Certains de leurs remèdes fonctionnaient vraiment. Commençons par le miel, cette substance dorée produite par les abeilles. Les Égyptiens anciens furent peut-être les premiers à appliquer du miel sur les plaies, et cette pratique s'est transmise à travers les millénaires jusqu'au Moyen Âge européen. Nous avons vu comment John Bradmore a versé du miel dans la blessure faciale du prince Henri V. Mais pourquoi le miel fonctionnait-il? Les médecins médiévaux ne connaissaient pas les bactéries, ne comprenaient pas la théorie microbienne de l'infection. Tout ce qu'ils savaient, c'est que les plaies traitées avec du miel semblaient moins susceptibles de s'infecter et guérissaient souvent plus proprement. La recherche moderne a révélé les mécanismes sous-jacents. Le miel possède une teneur extrêmement élevée en sucre
et une acidité naturelle. Ces deux propriétés créent un environnement hostile aux bactéries. Les micro-organismes ont besoin d'eau pour survivre et se multiplier. Dans un milieu hyper concentré en sucre, l'eau est aspirée hors des cellules bactériennes par osmose, les desséchant et les tuant. De plus, certains types de miel produisent du peroxyde d'hydrogène lorsqu'ils sont dilués, ajoutant un effet antiseptique supplémentaire. Le miel médiéval n'était pas un remède magique, mais c'était un antibactérien efficace, validé aujourd'hui par des décennies de recherches scientifiques. Tournons-nous ensuite vers le vin et le vinaigre. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, qui a vécu entre 460 et 377 avant notre ère, recommandait déjà l'utilisation du vinaigre pour irriguer les plaies. Cette connaissance s'est transmise à travers les siècles. Les textes médicaux médiévaux recommandaient de laver les plaies avec de l'eau bouillie, du vinaigre et du vin. Ambroise Paré, le grand chirurgien du XVIe siècle, utilisait du vin et du vinaigre sur les plaies de brûlure. Pourquoi ces liquides étaient-ils efficaces? Le vin contient de l'alcool éthylique, qui possède des propriétés antiseptiques légères. À des concentrations même modérées, l'alcool peut tuer de nombreux types de bactéries. Le vinaigre, qui est essentiellement de l'acide acétique dilué, est un antiseptique prouvé. Il tue un large éventail de bactéries pathogènes. L'acidité détruit les parois cellulaires bactériennes, rendant les micro-organismes incapables de survivre. Les chirurgiens médiévaux qui rinçaient les plaies avec du vin ou du vinaigre réduisaient significativement le risque d'infection, même s'ils ne comprenaient pas exactement pourquoi. Mais la découverte la plus fascinante concerne la combinaison du miel et du vinaigre, un mélange appelé oxymel dans les textes anciens. Ni le miel ni le vinaigre ne sont particulièrement efficaces, seuls à faible concentration. Mais lorsqu'ils sont combinés, quelque chose de remarquable se produit. Les recherches modernes ont démontré que cette combinaison, même en dose faible, tue un grand nombre de bactéries qui résisteraient à chaque composé séparément. Les mécanismes exacts sont encore étudiés, mais l'effet synergique est indéniable. Aujourd'hui, alors que le monde fait face à la montée des infections résistantes aux antibiotiques, les chercheurs explorent à nouveau ces anciennes formulations. Les praticiens médiévaux, sans laboratoire ni microscope, ont découvert empiriquement une combinaison antimicrobienne efficace. Ils ont observé que les plaies traitées avec l'oxymel guérissaient mieux, et ils ont continué à l'utiliser génération après génération. Les chirurgiens médiévaux disposaient également d'autres traitements pour les plaies. Certains étaient efficaces, d'autres moins, mais tous témoignent d'une volonté d'expérimenter et d'innover. Les toiles d'araignée étaient parfois appliquées sur les coupures et les entailles. Cela semble étrange, mais les recherches modernes ont montré que les toiles d'araignée contiennent de la vitamine K, qui aide à la coagulation du sang. Elles ont également des propriétés antiseptiques naturelles. Les chirurgiens utilisaient des coquillages broyés, de l'argile et de la térébenthine. Ambroise Paré a développé un mélange de térébenthine, d'huile de rose et de jaune d'œuf qu'il appliquait sur les plaies, un traitement beaucoup plus doux que l'huile bouillante traditionnelle. Une pratique particulièrement intéressante était l'utilisation des asticots pour débrider la peau nécrosée. Quand une plaie commençait à pourrir, quand les tissus morts s'accumulaient, les chirurgiens médiévaux ont découvert que certains types d'asticots mangeaient sélectivement le tissu mort tout en laissant le tissu vivant intact. Cette thérapie par les asticots, qui semble révoltante pour les sensibilités modernes, est en fait utilisée encore aujourd'hui dans certains hôpitaux pour traiter les ulcères chroniques et les plaies qui ne guérissent pas. Les asticots nettoient la plaie plus efficacement que beaucoup d'interventions chirurgicales et ils sécrètent des substances qui favorisent la guérison. Les chirurgiens médiévaux ne comprenaient pas la biochimie, mais ils avaient observé les résultats et adopté la pratique.
Le traitement des plaies médiévales n'était donc pas une affaire de superstition et de remèdes inutiles. C'était un système sophistiqué, basé sur des siècles d'observation et d'expérimentation. Oui, certains traitements étaient inefficaces ou même nuisibles. Mais les meilleurs chirurgiens, ceux dont les patients survivaient le plus souvent, utilisaient des méthodes qui, nous le savons aujourd'hui, avaient une base scientifique solide. Ils nettoyaient les plaies avec des antiseptiques naturels. Ils appliquaient des substances qui combattaient l'infection et favorisaient la guérison. Ils changeaient régulièrement les pansements, surveillaient les signes d'infection, ajustaient le traitement selon les besoins. Et parmi tous ces chirurgiens habiles, un nom se détache comme un géant de la médecine médiévale tardive. Ambroise Paré. Né dans le premier quart du XVIe siècle, Paré a servi comme chirurgien royal pour 4 rois français consécutifs. Il était considéré comme l'expert suprême en médecine de champ de bataille, en traitement des plaies et en chirurgie générale. Sa réputation était telle que les soldats disaient qu'il valait 10 000 hommes sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que les troupes savaient que si Ambroise Paré était présent, leurs chances de survie en cas de blessure étaient les meilleures possibles. Cette confiance avait un effet psychologique immense. Les hommes se battaient plus courageusement quand ils savaient qu'un chirurgien compétent attendait derrière les lignes. Paré a révolutionné plusieurs aspects de la chirurgie de guerre. Il a développé la méthode de ligature pendant l'amputation, attachant les vaisseaux sanguins avec des fils plutôt que de les cautériser avec du feu. C'était moins douloureux, causait moins de dommages aux tissus et aboutissait souvent à une meilleure guérison. Il a remplacé le traitement brutal à l'huile bouillante par son mélange doux de térébenthine, d'huile de rose et de jaune d'œuf. Dans son texte publié en 1564, il a plaidé avec passion pour que les chirurgiens abandonnent les vieilles méthodes cruelles. Paré représente le summum de la chirurgie médiévale tardive, un praticien qui combinait le savoir hérité de l'Antiquité avec ses propres innovations basées sur l'expérience de terrain. Si tous les chirurgiens médiévaux avaient possédé son niveau de compétence et de compassion, les taux de survie auraient été encore plus élevés. Mais même les meilleurs traitements de plaies ne pouvaient pas éliminer la douleur de la blessure elle-même ou de la chirurgie qui suivait. Comment les patients médiévaux enduraient-ils l'agonie d'une amputation, d'une extraction de flèche ou d'une trépanation? Existait-il des moyens de soulager cette souffrance inimaginable? Découvrons maintenant les tentatives médiévales de gérer l'ingérable, la douleur chirurgicale sans anesthésie moderne. Essayez d'imaginer subir une amputation en étant pleinement conscient. Sentir le couteau trancher votre chair, la scie mordre dans votre os, le fer chauffer au rouge sceller vos vaisseaux sanguins. Les hurlements des autres blessés résonnent autour de vous, amplifiant votre propre terreur. Votre corps se tend contre les mains qui vous maintiennent, mais vous ne pouvez pas échapper. Chaque seconde semble durer une éternité. C'est l'une des expériences les plus atroces qu'un être humain puisse endurer. Pourtant, c'était la réalité pour d'innombrables soldats médiévaux. La question brûlante devient alors: existait-il des moyens de rendre cette torture plus supportable? Les chirurgiens médiévaux connaissaient l'importance cruciale du soulagement de la douleur. Un patient paralysé par l'agonie se débattait, rendant l'intervention plus dangereuse et prolongeant la souffrance. Un patient calmé, même partiellement, permettait au chirurgien de travailler avec plus de précision et de rapidité. Diverses recettes d'anesthésiques ou de sédatifs ont été transmises à travers les siècles. Certaines datent de 800 après notre ère, conservées dans les manuscrits d'un monastère bénédictin à Monte Cassino, en Italie. Ces formulations contenaient des ingrédients variés, certains inoffensifs, d'autres puissants et dangereux. Parmi les composants communs, l'opium, la jusquiame, la ciguë
et la mandragore, aussi appelée mandraké. L'opium, dérivé du pavot somnifère, est un analgésique puissant. Il contient de la morphine et d'autres alcaloïdes qui se lient aux récepteurs opioïdes dans le cerveau, bloquant les signaux de douleur et induisant une euphorie somnolente. Les médecins médiévaux savaient que l'opium soulageait la douleur, bien qu'ils ne comprennent pas les mécanismes neurochimiques. Mais l'opium était également dangereux. À forte dose, il pouvait supprimer la respiration, entraînant la mort. Il créait une dépendance terrible. Les patients qui en consommaient régulièrement développaient une tolérance, nécessitant des doses de plus en plus élevées pour obtenir le même effet. La mandragore, une plante de la famille des solanacées, contient des alcaloïdes tropaniques comme la scopolamine et l'atropine. Ces substances ont des effets sédatifs et hallucinogènes. À doses appropriées, elles peuvent induire un état de semi-conscience où le patient ressent moins la douleur. Mais la ligne entre une dose thérapeutique et une dose toxique est mince. Trop de mandragore provoque des convulsions, un délire violent, voire la mort. La jusquiame, une autre solanacée, présente des propriétés et des dangers similaires. Quant à la ciguë, c'est un poison mortel. En petite quantité, elle peut causer un engourdissement et une faiblesse musculaire. En quantité légèrement plus élevée, elle paralyse les muscles respiratoires et tue. Socrate est mort en buvant une infusion de ciguë. Les recettes médiévales mélangeaient ces ingrédients puissants avec d'autres plus inoffensifs. De la bile animale, de la laitue, du vinaigre. Le résultat était des breuvages dont la puissance et la sécurité variaient énormément. Un mélange préparé par un herboriste expérimenté pouvait offrir un soulagement réel sans danger excessif. Un mélange préparé par quelqu'un de moins compétent pouvait tuer le patient ou n'avoir aucun effet du tout. En Angleterre, un sédatif particulier appelé Dwale était populaire. C'était un mélange à base d'alcool contenant de la bile, de l'opium, de la jusquiame, de la ciguë, de la laitue et du vinaigre. Il était préparé spécifiquement pour faire dormir un homme pendant qu'on le coupait. L'alcool servait de solvant pour extraire les composés actifs des plantes et rendait le breuvage plus facile à avaler. Mais son efficacité réelle reste douteuse. Les témoignages contemporains suggèrent que beaucoup de patients restaient conscients malgré la douale ou qu'ils sombraient dans un sommeil si profond qu'ils ne se réveillaient jamais. Une autre méthode populaire était l'éponge soporifique, ou spongia somnifera en latin. Une éponge de mer était trempée dans une solution contenant de la mandragore dissoute, de la jusquiame, de l'opium, de la ciguë et parfois du jus de lierre. L'éponge imprégnée était ensuite séchée au soleil, conservant les substances actives dans ses pores. Avant une chirurgie, l'éponge était humidifiée et placée sous le nez du patient. L'idée était que l'inhalation des vapeurs induirait rapidement le sommeil ou la stupeur. Cette méthode avait l'avantage de permettre un dosage plus contrôlé que l'ingestion orale, puisque le patient cessait d'inhaler une fois inconscient. Au XVe siècle, la combinaison d'opium, de mandragore et de jusquiame était devenue le sédatif de choix pour les amputations et autres chirurgies majeures. Mais voici le fait troublant. Les preuves historiques suggèrent que ces méthodes étaient souvent inefficaces. De nombreux récits décrivent des patients hurlant pendant toute la durée de l'opération malgré les sédatifs administrés. Pourquoi cette inefficacité? Plusieurs raisons possibles. Le dosage était extrêmement difficile à calculer sans connaissances pharmacologiques modernes. La puissance des préparations variait selon la qualité des plantes, la méthode d'extraction, les conditions de conservation. Certains patients avaient peut-être une tolérance naturelle plus élevée à ces substances. Et bien sûr, la douleur d'une amputation est si extrême qu'aucun sédatif prémoderne ne pouvait vraiment la masquer complètement. Alors pourquoi ces traditions ont-elles persisté siècle après siècle malgré leurs limitations évidentes? Un historien médical,
a suggéré que c'était dû à l'espoir éternel d'une analgésie chirurgicale. Face à l'alternative, subir une chirurgie sans aucune forme de soulagement, même une chance incertaine de réduire la douleur valait la peine d'être tentée. Pour les patients, boire une potion avant la chirurgie offrait au moins un réconfort psychologique, un sentiment de faire quelque chose plutôt que de n'avoir aucun contrôle. Pour les chirurgiens, administrer un sédatif démontrait leur souci du bien-être du patient et leur accès à des connaissances médicales sophistiquées. La réalité brutale est que la plupart des chirurgies médiévales étaient effectuées avec le patient pleinement conscient ou seulement partiellement sédaté. C'est pourquoi la vitesse était une vertu si cruciale chez les chirurgiens. Moins de temps sur la table chirurgicale signifiait moins de souffrance. Un chirurgien capable d'amputer un membre en moins d'1 minute était une bénédiction. Chaque seconde économisée était une seconde de douleur atroce évitée. La rapidité n'était pas seulement une compétence technique, c'était un acte de compassion. Cette réalité de la douleur chirurgicale médiévale nous force à reconsidérer notre perception de ces guerriers. Ils n'étaient pas seulement courageux face à l'ennemi sur le champ de bataille. Ils démontraient un courage peut-être encore plus grand en consentant à subir des interventions chirurgicales qu'ils savaient être atrocement douloureuses. Choisir l'amputation plutôt que la mort par gangrène nécessitait une force de volonté extraordinaire. Maintenir sa santé mentale après avoir enduré une telle torture témoignait d'une résilience psychologique remarquable. Nous, qui vivons à l'ère des anesthésiques puissants et des analgésiques efficaces, pouvons à peine imaginer ce que ces hommes ont vécu. Mais tous les soldats blessés ne dépendaient pas uniquement des chirurgiens errants ou des praticiens de village. Certains avaient accès à des institutions médicales organisées qui offraient des soins d'une qualité exceptionnelle pour l'époque. Parmi ces institutions, une se distingue par son importance historique et son impact durable: les hôpitaux des chevaliers hospitaliers. Explorons maintenant comment cet ordre militaire et charitable a révolutionné les soins médicaux de campagne et établi des standards qui influenceraient l'Europe pendant des siècles. Au XIe siècle, dans la ville sainte de Jérusalem, des marchands d'Amalfi ont fondé un hôpital dédié à Jean-Baptiste. Leur intention initiale était simple: offrir des soins aux pèlerins chrétiens malades et blessés qui affluaient vers la Terre sainte. Des moines bénédictins ont assumé la responsabilité de cet établissement charitable, soignant les fidèles qui tombaient malades loin de chez eux. C'était une œuvre de piété, ancrée dans les préceptes chrétiens de charité envers les pauvres et les souffrants. Mais avec les turbulences des croisades, cette mission charitable allait évoluer en quelque chose de bien plus extraordinaire. L'hôpital allait donner naissance à un ordre militaire et médical qui combinait le combat armé avec les soins de santé sophistiqués: les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. La règle fondamentale de l'ordre était claire et sans ambiguïté. La raison d'être de l'ordre est le soin des malades et des pauvres. Cette déclaration n'était pas une simple formalité. Elle définissait véritablement l'identité des hospitaliers et les distinguait des autres ordres militaires de l'époque. Contrairement aux Templiers, qui sont devenus presque exclusivement une force de combat, les hospitaliers n'ont jamais abandonné leur mission caritative originelle. Même lorsqu'ils sont devenus des guerriers redoutables, protégeant les pèlerins et combattant les forces musulmanes, ils ont continué à gérer des hôpitaux, à soigner les blessés et à s'occuper des indigents. Cette double identité de guerrier et de soignant faisait d'eux une institution unique dans l'histoire médiévale. Ce qui rend les hospitaliers encore plus remarquables, c'est leur politique révolutionnaire concernant les patients. Ils soignaient les non-chrétiens. Dans le contexte des croisades, où la violence religieuse atteignait des sommets terribles, où les ennemis étaient déshumanisés et massacrés, les hospitaliers ont maintenu le principe que la souffrance méritait des soins indépendamment de la foi.
des soldats musulmans blessés, des juifs malades, des chrétiens orientaux, tous étaient admis dans leurs hôpitaux et recevaient des traitements. Cette compassion transcendant les lignes religieuses était, du reste, exceptionnelle, presque inimaginable pour un ordre de croisés. Elle témoignait d'une compréhension que la médecine devait transcender la politique et la religion, une éthique qui résonne encore dans les principes médicaux modernes. L'infrastructure médicale, établie par les hospitaliers, était impressionnante par son échelle et sa sophistication. Chaque hôpital devait employer au minimum 5 médecins et 3 chirurgiens. Ces chiffres garantissaient qu'il y avait toujours des praticiens disponibles, que les patients recevaient une attention appropriée, que les connaissances médicales étaient partagées et préservées au sein de l'institution. En 1150, l'hôpital principal de Jérusalem s'occupait de plus de 2000 patients. 2000. C'est une échelle d'opération comparable aux grands hôpitaux modernes. Pour gérer un tel volume de patients au XIIe siècle, nécessitait une organisation logistique remarquable. Approvisionnement en nourriture, en médicaments, en linge propre, gestion du personnel, séparation des différents types de maladies pour éviter la contagion. Après la chute de Jérusalem et la retraite des croisés, les hospitaliers se sont installés sur l'île de Rhodes. Là, ils ont construit un hôpital qui est devenu un exemple de soins médicaux médiévaux à leur apogée. L'établissement disposait de salles pour la chirurgie, de jardins d'herbes médicinales pour les traitements, de zones de quarantaine pour isoler les maladies contagieuses. Ce niveau de spécialisation et de planification rivalait avec les meilleurs hôpitaux des plus grandes villes européennes. Les voyageurs qui visitaient Rhodes rapportaient avec émerveillement la propreté, l'organisation et l'efficacité de l'hôpital des hospitaliers. En fait, la diète des patients était soigneusement contrôlée selon les principes médicaux de l'époque. Certains aliments étaient interdits: les lentilles, les haricots, le fromage. Ces interdictions étaient basées sur la théorie des humeurs, qui enseignait que certains aliments déséquilibraient les fluides corporels et entravaient la guérison. À la place, les patients recevaient quotidiennement du pain blanc, de la viande et du vin. Le pain blanc était considéré comme plus facile à digérer que le pain noir ou complet. La viande fournissait la force nécessaire à la récupération. Le vin, outre ses propriétés nutritives, servait d'antiseptique léger et de soulagement psychologique. Les fruits étaient abondants: grenades, figues, raisins, prunes, poires, pommes. Cette alimentation, riche en protéines et en vitamines, favorisait effectivement la guérison, même si les mécanismes biochimiques n'étaient pas compris à l'époque. Mais le soin hospitalier ne se limitait pas au physique. Les hôpitaux des hospitaliers étaient conçus pour offrir également un réconfort spirituel. Des chapelles étaient intégrées dans l'architecture, permettant aux patients d'assister aux services religieux depuis leur lit. Des prêtres circulaient parmi les malades, offrant les sacrements, entendant les confessions, priant avec ceux qui avaient peur. Dans une époque où la foi était centrale à l'identité personnelle, où la préparation de l'âme pour la mort était aussi importante que la guérison du corps, cette dimension spirituelle des soins était essentielle. Un patient qui trouvait la paix avec Dieu, qui recevait les derniers rites si nécessaires, pouvait faire face à sa condition avec plus de sérénité. Certains historiens médicaux suggèrent que ce réconfort psychologique et spirituel contribuait réellement à de meilleurs résultats médicaux en réduisant le stress et en encourageant la volonté de vivre. La capacité des hospitaliers à transitionner entre le champ de bataille et l'infirmerie était unique. Ces hommes étaient des guerriers formidables, portant armure complète et se battant aux premières lignes des combats les plus féroces. Mais ils étaient aussi formés aux soins médicaux, capables de prodiguer les premiers secours, de stabiliser les blessés, de les transporter vers les installations hospitalières. Cette double compétence permettait une intégration fluide entre le combat et la médecine. Un chevalier hospitalier pouvait défendre un château le matin
et opérer dans la salle de chirurgie l'après-midi. Cette polyvalence les rendait inestimables dans les situations de guerre prolongées, comme les longs sièges où les combattants et les civils avaient besoin de protection militaire et de soins médicaux simultanément. L'héritage des hospitaliers s'étend bien au-delà du Moyen Âge. Leurs pratiques innovantes ont jeté les bases du système hospitalier européen moderne. Au XIIIe siècle, il y a eu un changement majeur dans la manière dont la société organisait les soins médicaux. L'ancien modèle de charité monastique, où les moines offraient un hébergement et des prières mais peu de traitement médical actif, a commencé à être remplacé par des institutions dédiées avec du personnel médical formé. Les hospitaliers ont été des pionniers de ce changement. Leur modèle d'hôpital, avec des médecins et chirurgiens employés, des installations spécialisées, une gestion organisée, a inspiré la création d'hôpitaux similaires dans toute l'Europe chrétienne. Quand nous entrons aujourd'hui dans un hôpital moderne, avec ses différents départements, son personnel spécialisé, sa mission de soigner tous les patients indépendamment de leur origine, nous marchons dans les traces établies par ces chevaliers médiévaux qui combattaient et soignaient au nom de Saint Jean. Mais même les meilleurs soins hospitaliers ne pouvaient pas sauver tout le monde. Les conditions sur le champ de bataille médiéval restaient terriblement dangereuses, et de nombreux facteurs déterminaient qui vivait et qui mourait. Explorons maintenant les réalités brutales de la guerre médiévale, les causes principales de décès parmi les blessés, et les 5 facteurs clés qui permettaient à certains de réaliser des survies miraculeuses contre toute attente. Imaginons un instant les derniers moments d'un soldat médiéval mortellement blessé. Une épée a pénétré son abdomen, sectionnant des vaisseaux sanguins majeurs. Le sang coule hors de son corps à un rythme alarmant. Au début, il ressent surtout la surprise, le choc de l'impact. Puis la douleur arrive, une agonie brûlante qui se répand de la blessure à travers tout son corps. Il tombe à genoux, essayant instinctivement de presser la plaie, de retenir le sang qui s'échappe. Autour de lui, la bataille continue, indifférente à son sort individuel. Sa vision commence à s'assombrir. Le froid s'installe, malgré la chaleur de l'été, car son corps perd la capacité de se réguler thermiquement. Son cœur bat frénétiquement, essayant de compenser la perte de volume sanguin, mais il n'y a plus assez de sang à pomper. En quelques minutes, il perd conscience. En quelques minutes de plus, il est mort. C'était la fin la plus courante pour les soldats médiévaux gravement blessés. L'hémorragie fatale. Sur 100 blessés, près de 14 mouraient de choc et de perte de sang avant que toute autre complication ne puisse se développer. Le sang est la vie. Il transporte l'oxygène vers chaque cellule, élimine les déchets métaboliques, maintient la pression nécessaire au fonctionnement des organes. Perdez trop de sang trop rapidement, et peu importe la qualité des soins médicaux disponibles, vous mourrez. C'est aussi simple et aussi brutal que cela. Jusqu'au XXe siècle, 4 menaces principales tuaient les soldats blessés. Le choc et l'hémorragie immédiatement, puis le tétanos, la gangrène et la septicémie dans les jours et les semaines suivants. Le choc était peut-être le tueur le plus insidieux. Un homme pouvait recevoir une blessure qui n'était pas immédiatement mortelle, mais une fois qu'il comprenait pleinement la gravité de sa condition, une fois que la peur et le désespoir s'installaient, son corps pouvait simplement abandonner. Le choc médical, la chute catastrophique de la pression sanguine combinée à une cascade de réactions physiologiques dysfonctionnelles, incapacitait et tuait. De nombreux témoignages historiques décrivent des victimes de coups de couteau qui s'effondraient immédiatement, non pas à cause de la gravité physique de la blessure elle-même, mais à cause de la réaction de choc. Inversement, certains hommes avec des blessures horriblement étendues conservaient leur sang-froid et survivaient, tandis que d'autres avec des blessures moins sérieuses mouraient rapidement.
La psychologie jouait un rôle aussi important que la physiologie. Alors, qu'est-ce qui séparait ceux qui survivaient de ceux qui mouraient? 5 facteurs principaux émergeaient comme déterminants dans les survies miraculeuses. Examinons chacun tour à tour. Premièrement, l'armure. Nous avons déjà discuté de son importance, mais cela mérite d'être répété. Une armure de qualité, qu'il s'agisse de cotte de maille ou de plate, transformait des coups mortels en blessures survivables. Elle déviait les lames, ralentissait les projectiles, répartissait la force des impacts. La différence entre porter une bonne armure et combattre sans protection pouvait littéralement être la différence entre la vie et la mort. Les guerriers nobles et riches, qui pouvaient se permettre les meilleures armures, avaient des taux de survie significativement plus élevés que les fantassins pauvres qui combattaient avec seulement un gambison rembourré, ou même des vêtements ordinaires. Deuxièmement, l'adrénaline. Pendant le combat, le corps inonde la circulation sanguine d'hormones de stress. Adrénaline, noradrénaline, cortisol. Ces substances préparent le corps pour l'action intense. Elles augmentent la fréquence cardiaque et la pression sanguine, dirigeant le sang vers les muscles. Elles dilatent les bronches pour améliorer l'oxygénation. Et crucialement, elles activent les systèmes naturels de suppression de la douleur du corps. Des hommes ont continué à se battre pendant de longues minutes après avoir reçu des blessures graves, simplement parce qu'ils ne ressentaient pas encore la douleur. Cette insensibilité temporaire permettait de terminer le combat, de rechercher la sécurité, de recevoir les premiers soins avant que le choc complet ne s'installe. Une fois l'adrénaline dissipée, la douleur arrivait avec une vengeance, mais à ce moment-là, avec de la chance, le soldat était entre les mains d'un chirurgien. Troisièmement, l'entraînement et l'expérience. Les vétérans aguerris savaient instinctivement comment se déplacer pour minimiser les dommages d'un coup. Ils comprenaient quand battre en retraite et quand tenir bon. Ils reconnaissaient leurs propres limites et celles de leurs équipements. Un combattant novice pouvait paniquer sous la pression, faire des erreurs fatales, se mettre dans des positions où les blessures graves devenaient inévitables. Un vétéran restait calme, économisait son énergie, choisissait ses engagements judicieusement. Cette expertise ne garantissait pas la survie, mais elle inclinait les probabilités en faveur du combattant expérimenté. C'est pourquoi les squelettes de Taunton, montrant de multiples blessures cicatrisées, sont si significatifs. Ces hommes avaient survécu à des batailles précédentes, avaient appris de ces expériences et étaient retournés combattre avec une sagesse durement gagnée. Quatrièmement, la chance pure. Des millimètres décidaient entre la vie et la mort. Une flèche qui pénétrait un pouce plus à gauche manquait le cœur. Un coup d'épée qui déviait légèrement évitait l'artère carotide. La pointe d'une lance qui se logeait dans l'os plutôt que de glisser entre les côtes. Aucune quantité d'habileté ou de préparation ne pouvait contrôler ces variables aléatoires. Les soldats le savaient, et beaucoup se tournaient vers la foi religieuse pour trouver un réconfort psychologique. Ils portèrent des reliques, récitaient des prières, faisaient des vœux aux saints. Si ces pratiques n'avaient aucun effet sur la trajectoire physique d'une arme, elles donnaient aux guerriers un sentiment de contrôle dans une situation intrinsèquement incontrôlable, et ce sentiment pouvait renforcer leur courage et leur résolution. Cinquièmement, et finalement, l'accès aux soins médicaux. Savoir qu'un chirurgien compétent attendait derrière les lignes, qu'un hôpital était disponible, que les camarades aideraient à évacuer les blessés, tout cela soutenait la volonté de survivre d'un soldat gravement blessé. Un homme qui croyait être condamné pouvait simplement abandonner, permettant au choc de le tuer. Mais un homme qui avait de l'espoir, qui pensait avoir une chance si seulement il pouvait tenir jusqu'à ce que l'aide arrive, luttait plus durement pour rester conscient, pour continuer à respirer, pour vivre une minute de plus. Cette dimension psychologique de la survie ne peut pas être quantifiée facilement,
mais tous les témoignages historiques suggèrent qu'elle était réelle et importante. Tournons-nous maintenant vers les traumatismes crâniens, car ils illustrent particulièrement bien les défis et les succès de la médecine médiévale. Nous avons mentionné précédemment les statistiques danoises. 8,9% des hommes médiévaux présentèrent des fractures de la voûte crânienne. C'est une proportion étonnamment élevée, suggérant que les coups à la tête étaient extrêmement courants dans la violence médiévale. Parmi ces hommes avec des fractures crâniennes cicatrisées, le risque de décès était 6,2 fois plus élevé que celui des hommes sans telle blessure. Comparons cela aux patients modernes avec traumatisme crânien qui ont un risque de décès environ 3 fois plus élevé que la population générale. Les survivants médiévaux de traumatisme crânien vivaient donc des vies plus courtes et souffraient d'effets persistants plus sévères que leurs homologues modernes. Ce n'est pas surprenant. La médecine moderne dispose de scanners pour évaluer les dommages cérébraux, de neurochirurgie sophistiquée pour traiter les hématomes et les saignements, de programmes de rééducation pour aider les patients à récupérer leurs fonctions. Les survivants médiévaux n'avaient rien de tout cela. Pourtant, ils ont survécu. C'est le point crucial. Malgré les soins relativement limités disponibles, malgré les risques d'infection et de complications à long terme, beaucoup d'hommes avec des fractures crâniennes graves ont vécu des années après leurs blessures. Certains ont même continué des carrières militaires, comme l'atteste l'archéologie. Comment? Partiellement grâce aux interventions comme la trépanation, qui soulagèrent les pressions intracrâniennes dangereuses. Partiellement grâce à des soins de plaies soigneux qui minimisaient l'infection. Partiellement grâce à la robustesse inhérente du corps humain, sa capacité remarquable à guérir même de traumatismes sévères, si on lui donne une chance. Et partiellement, sans aucun doute, grâce à la chance. L'infection restait la grande tueuse, l'ennemi invisible qui transformait des blessures survivables en sentences de mort. La gangrène, cette pourriture noire et putride qui s'emparait des tissus blessés, était pratiquement toujours fatale. Une fois installée, aucune intervention médiévale ne pouvait l'arrêter. L'amputation au-dessus de la zone gangréneuse offrait parfois une mince chance, mais souvent l'infection s'était déjà propagée trop loin. La septicémie, l'empoisonnement du sang par les bactéries, tuait presque invariablement jusqu'à l'arrivée des antibiotiques au XXe siècle. Sans les moyens de combattre les infections bactériennes systémiques, même des blessures relativement mineures pouvaient devenir mortelles si elles s'infectaient gravement. Les plaies propres guérissaient. Les plaies infectées tuaient. C'était aussi simple et aussi terrifiant que cela. Mais face à ces dangers omniprésents, certains guerriers ont non seulement survécu, mais ont prospéré. Ils portent des noms que l'histoire a préservés, comme Jean II le Mingre Boucicaut, chevalier français et maréchal de France. Sa carrière militaire a duré 33 ans, combattant à travers toute l'Europe. Adoubé chevalier à l'âge de 16 ans lors de la bataille de Roosbeke en 1382, il a participé à d'innombrables tournois, sièges et batailles. En 1396, il a combattu à la bataille de Nicopolis lors d'une croisade contre les Ottomans. Capturé par le sultan Bayezid Ier, il a échappé à l'exécution et a finalement été rançonné. En 1415, il commandait l'avant-garde française à Agincourt, où il fut à nouveau capturé, cette fois par les Anglais. Il mourut en captivité dans le Yorkshire en 1421. Boucicaut était renommé pour son entraînement physique exceptionnel et son endurance. Combien de blessures a-t-il subies au cours de ces 3 décennies de guerre? Les chroniques ne le disent pas précisément, mais un homme qui a survécu à tant de combats a certainement connu sa part de sang et de douleur. Ces guerriers, qu'ils soient célèbres comme Boucicaut ou anonymes comme les soldats de Towton, incarnent la résilience humaine à son paroxysme. Ils ont fait face à des blessures qui auraient dû les tuer.
Ils ont enduré des souffrances que nous pouvons à peine imaginer. Beaucoup sont morts, certes, mais beaucoup ont survécu. Et dans cette survie, nous trouvons non seulement un témoignage de leur propre force personnelle, mais aussi une reconnaissance du fait que la médecine médiévale, imparfaite et limitée comme elle l'était, accomplissait néanmoins des choses remarquables. Alors que nous approchons de la conclusion de notre exploration, réfléchissons sur ce que ces histoires de survie miraculeuse nous enseignent sur le monde médiéval et sur nous-mêmes. Revenons à la question posée au tout début. Comment quelqu'un pouvait-il survivre aux horreurs du champ de bataille médiéval? Nous avons maintenant la réponse, et elle est bien plus complexe et fascinante que ce que la sagesse conventionnelle suggérerait. La survie n'était pas une question de chance seule, bien que la fortune ait certainement joué son rôle. Elle résultait d'une convergence de facteurs, des connaissances médicales plus sophistiquées que nous ne l'imaginons généralement, des chirurgiens habiles et innovants, des institutions organisées comme les hospitaliers, la qualité de l'armure et de l'équipement, la rapidité d'intervention après la blessure, la force psychologique du blessé, et oui, une bonne mesure de chance pure. Quand nous comparons les taux de survie médiévaux avec ceux de périodes ultérieures supposément plus avancées, les résultats sont stupéfiants. Les trépanations incas du XVe siècle avaient des taux de survie de 75 à 83%, nettement supérieurs aux 46 à 56% de mortalité observés pour les chirurgies crâniennes pendant la guerre civile américaine. Les hôpitaux occidentaux du XVIIIe siècle voyaient 90% de leurs patients trépanés mourir, un taux atroce comparé aux réussites médiévales et anciennes. Comment expliquer ce paradoxe apparent? La réponse réside dans l'infection. Les grands hôpitaux des XVIIIe et XIXe siècles, avec leurs salles surpeuplées, leurs instruments non stérilisés et leur ignorance de la théorie microbienne, étaient des incubateurs de maladies mortelles. Les chirurgiens médiévaux, opérant souvent en plein air avec des outils simples mais propres, évitaient paradoxalement certains des pièges qui hanteraient la médecine plus tard. Cette reconnaissance devrait nous rendre humbles. Notre tendance moderne à considérer les époques passées comme uniformément primitives et ignorantes ne résiste pas à l'examen attentif des preuves. Les gens médiévaux étaient aussi intelligents que nous, aussi observateurs, aussi capables d'apprentissage et d'innovation. Ils opéraient sous des contraintes que nous ne connaissons plus, sans la compréhension scientifique que nous tenons pour acquise, sans les technologies que nous considérons comme essentielles. Pourtant, ils ont accompli des exploits médicaux remarquables. John Bradmore inventant un instrument chirurgical sur mesure pour sauver un prince. Des chirurgiens anonymes perfectionnant l'art de la trépanation sur des millénaires. Ambroise Paré développant des méthodes plus humaines de traitement des plaies. Les chevaliers hospitaliers créant un système hospitalier qui soignait des milliers de patients. Ces réalisations méritent notre respect et notre admiration. Regardons un instant ces accomplissements depuis notre perspective moderne. Qu'avons-nous appris de la médecine médiévale qui reste pertinent aujourd'hui? D'abord, l'importance de l'intervention rapide. Les chirurgiens médiévaux savaient que la vitesse sauvait des vies, un principe qui sous-tend toute la médecine d'urgence moderne. Les Golden Hours, après une blessure traumatique, le concept de triage sur le champ de bataille, l'évacuation rapide des blessés vers les installations médicales, toutes ces idées ont des racines médiévales. Deuxièmement, l'efficacité de certains antibiotiques naturels. Le miel est maintenant utilisé dans certains hôpitaux modernes pour traiter les plaies qui ne guérissent pas. Les recherches sur l'oxymel, ce mélange ancien de miel et de vinaigre, se poursuivent alors que nous cherchons des solutions aux infections résistantes aux antibiotiques. Les méthodes médiévales, validées par la science moderne, offrent des alternatives potentielles quand nos antibiotiques pharmaceutiques échouent. Troisièmement, le rôle des facteurs psychologiques dans la survie.
Les chirurgiens médiévaux comprenaient intuitivement que l'état d'esprit d'un patient affectait ses chances de récupération. La médecine moderne, avec ses recherches sur les liens entre le cerveau et le corps, sur l'effet placebo, sur l'impact du stress et de l'espoir sur les résultats de santé, confirme scientifiquement ce que les praticiens médiévaux savaient empiriquement. Un patient qui croit avoir une chance de survie se bat plus durement pour vivre. Cette vérité transcende les époques. Enfin, l'importance des systèmes de soins organisés. Les hospitaliers ont démontré qu'avoir du personnel médical dédié, des installations spécialisées et une logistique bien gérée améliorait dramatiquement les résultats. Leurs innovations ont directement influencé le développement du système hospitalier européen, jetant les bases des hôpitaux modernes dans lesquels nous plaçons notre confiance aujourd'hui. Qui étaient vraiment ces guerriers qui ont défié la mort? Henri V, avec une flèche plantée à travers son visage, devenu roi et conquérant. Les soldats anonymes de Towton portant les cicatrices de multiples batailles, retournant encore et encore au carnage. Les guerriers amputés d'Al-Jubarrota qui ont survécu malgré la perte d'un membre. Jean Boucicaut, survivant à 33 ans de guerre incessante. Chacun d'eux représente un triomphe de la volonté humaine de vivre, soutenu par les compétences des chirurgiens qui les ont soignés. Ils n'étaient pas des surhommes, pas des héros mythiques invulnérables. Ils étaient des êtres humains, en chair et en os, aussi fragiles que nous, qui ont simplement eu la combinaison de chance, de soins médicaux et de forces personnelles nécessaires pour survivre, mais reconnaissons aussi le prix de cette survie. Les hommes avec des traumatismes crâniens cicatrisés vivaient des vies plus courtes, souffraient d'effets persistants, luttaient peut-être contre des maux de tête chroniques, des étourdissements, des changements de personnalité. Les amputés devaient apprendre à naviguer dans le monde avec un membre manquant, faire face à la douleur fantôme, à la stigmatisation sociale potentielle. Même ceux qui guérissaient complètement portaient souvent des cicatrices physiques et psychologiques pour le reste de leurs jours. La société médiévale, à son crédit, avait des mécanismes pour soutenir ces vétérans blessés. Les ordres militaires, comme les hospitaliers, prenaient soin de leurs membres invalides. Les guildes et les communes offraient parfois une assistance aux anciens soldats. Les seigneurs qui valorisaient leurs guerriers expérimentés trouvaient des rôles pour ceux qui ne pouvaient plus combattre. La survie ne signifiait pas simplement continuer à exister, elle impliquait une réintégration dans la société, un processus qui nécessitait du soutien communautaire et institutionnel. Alors, quelle est la réponse finale à notre question initiale? Comment ont-ils survécu? Ils ont survécu parce que des chirurgiens habiles connaissaient leur métier, maîtrisant des techniques transmises et affinées sur des siècles. Ils ont survécu parce que des substances naturelles, le miel et le vinaigre et le vin, combattaient les infections même si personne ne comprenait pourquoi. Ils ont survécu parce que des institutions comme les hospitaliers offraient des soins organisés et compétents. Ils ont survécu parce que l'armure déviait les coups mortels. Ils ont survécu parce que l'adrénaline masquait la douleur assez longtemps pour atteindre la sécurité. Ils ont survécu parce que l'expérience leur avait enseigné comment minimiser les risques. Ils ont survécu parce que la chance, froide et aléatoire, était de leur côté. Et ils ont survécu parce qu'ils refusaient d'abandonner, parce que la volonté humaine de vivre est une force extraordinairement puissante. Ces survies n'étaient pas des miracles au sens surnaturel. Elles étaient des victoires durement gagnées contre la mort, rendues possibles par l'ingéniosité humaine, le courage et la résilience. La médecine médiévale était loin d'être primitive. Elle était sophistiquée dans le contexte de ses contraintes. Ces praticiens n'étaient pas des charlatans ignorants. Ils étaient des professionnels dévoués, faisant de leur mieux avec les connaissances et les outils disponibles. Et leurs patients n'étaient pas des victimes passives du destin. Ils étaient des participants actifs dans leur propre survie, luttant contre la mort à chaque respiration.
En regardant en arrière à travers les siècles vers ces hommes blessés et leurs guérisseurs, nous devrions ressentir non pas de la supériorité, mais de la connexion. Nous partageons avec eux l'humanité fondamentale, la vulnérabilité face à la violence, la souffrance de la blessure, l'espoir de guérison. Les circonstances ont changé, la technologie a progressé, mais l'essence de l'expérience humaine reste constante. La douleur fait toujours mal. L'espoir donne toujours de la force. La compassion des soignants fait toujours une différence. Ces vérités transcendent le temps. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des pires blessures que les soldats médiévaux ont miraculeusement survécues. J'espère que vous avez découvert des aspects surprenants de la médecine médiévale, que vous avez été étonné par la sophistication et l'efficacité que ces praticiens anciens ont atteintes. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans le monde médiéval de la survie contre toute attente, je serais ravi si vous pouviez donner un like à cette vidéo. Partagez-la avec toute personne intéressée par l'histoire médiévale, la médecine ancienne ou simplement par les histoires remarquables de résilience humaine. Abonnez-vous pour d'autres explorations détaillées du passé médiéval, où nous continuerons à défier les idées reçues et à révéler les vérités fascinantes cachées dans les archives historiques. Commentez ci-dessous. Quelle histoire de survie vous a le plus impressionné? Était-ce l'extraction de la flèche du prince Henri? Les taux de survie stupéfiants de la trépanation ancienne? Les guerriers qui sont retournés au combat après avoir perdu un membre? Je suis curieux de connaître vos réactions. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous que l'histoire est pleine de surprises et que le passé est souvent bien plus extraordinaire que ce que nous imaginons.